Nous sommes en 2021 et on n'en a pas encore fini avec le coronavirus et la menace d'un nouveau confinement arrive. Tout le monde regarde vers l'Angleterre et leur nouveau variant. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est si l'épidémie de Covid-19 est vraiment plus mortelle que la grippe de 2017 et de combien est l'écart. Je vous annonce tout de suite qu'en faisant les calculs, j'ai complètement halluciné. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré où aller chercher vous-même les fichiers des personnes décédées pour faire vous-même les calculs si vous le souhaitez et arrêter de vous faire manipuler par des journalistes qui d'une n'y comprennent absolument rien, et de deux, essayent de faire le peur le maximum pour essayer de vendre le plus possible. À l'aide de ces chiffres, je vous avais montré que l'épidémie n'a que très légèrement augmenté la mortalité, et seulement pour les plus âgés. Les moins de 65 ans n'ont absolument pas eu de hausse de mortalité en 2020, et les plus de 65 ans, un peu plus. J'expliquais sur cette vidéo que les décès supplémentaires qu'on voit en 2020 viennent surtout de la pyramide des âges. Les Français vieillissent, avec notamment les très célèbres baby boomers. Même si la plupart des personnes qui ont regardé cette vidéo ont eu des critiques positives, j'ai regardé en détail tous les commentaires pour répondre aux différentes questions. Et au milieu de ça, j'ai eu en particulier 2 internautes qui, au milieu de leurs insultes, me reprochaient de donner trop de poids au phénomène démographique et que le fait qu'il y ait une surmortalité de 30 000 personnes pendant l'épidémie de mars-avril était une preuve irréfutable que la Covid-19 était bien plus mortelle que les autres maladies. J'ai donc décidé de regarder en détail et de creuser vraiment la question, et c'est ce qu'il y a dans cette vidéo. Ici, on va donc voir ce qu'il y a eu en surmortalité en 2020, âge par âge, et pour vérifier tout ça, j'ai comparé avec ce qui s'est passé pendant l'épidémie de grippe 2017. Je vous avoue que je m'attendais absolument pas à ce que j'ai découvert et j'étais complètement scotché. En ayant fait la comparaison, vous allez voir que dorénavant, il ne faut absolument plus dire que l'épidémie de Covid-19 a été un peu plus mortelle que la grippe 2017. Il faut dire que l'épidémie de Covid-19 a été bien moins mortelle que l'épidémie de grippe 2017. La seule raison pour laquelle nous avons eu en 2020 une surmortalité plus importante qu'en 2017, c'est bien uniquement parce que les Français sont plus vieux. Accrochez-vous à votre chaise, on y va. La première chose à faire, c'est d'arrêter de comparer des choux et des carottes. Un des graphiques les plus connus sur le coronavirus est celui de l'INSEE sur la page dédiée à l'épidémie de Covid-19. Il présente le nombre de décès chaque jour de mars à novembre pour les années 2018, 2019 et 2020. Ce graphique, à mon sens, fait de la politique au lieu de faire de la statistique. Si le graphique ne met pas janvier et février, c'est pour faire ressortir l'épidémie de coronavirus. Et ça lui donne une importance qu'il n'a pas. De la même manière, il est assez discutable de s'arrêter à 2018 et 2019 car on sait qu'il s'agit de 2 années avec des épidémies de grippe plutôt modérées. Dans le graphique sur les synthèses pluriannuelles toujours de l'INSEE, on peut trouver celui-ci qui met en perspective l'année 2020 avec plus d'années et on a tous les mois. C'est bien mieux car on peut voir notamment qu'en 2020, on n'a pas eu d'épidémie de grippe l'hiver. Donc en 2020, le pic de mortalité est décalé. Ça n'est pas encore parfait car on a l'impression que l'épidémie de Covid-19 fait beaucoup de décès alors qu'elle est surtout décalée dans le temps. J'ai donc récupéré les données pour comparer les décès de l'épidémie de Covid-19 à ceux de la grippe 2017 considérés comme assez méchantes. Sur ce graphique, vous avez 65 jours d'épidémie de grippe 2017 et de Covid-19. La courbe bleue va du 16 décembre 2016 au 18 février 2017. La courbe orange va du 1er mars 2020 au 4 mai 2020. Déjà avec cette courbe, on voit que la différence n'a pas l'air énorme. Le pic de la grippe 2017 est moins haut, mais comme il a duré plus longtemps que la crise de la Covid, ça se compense. Au final, sur cette période de 65 jours, il y a eu 132 275 décès pendant la grippe 2017 et 134 025 décès pendant la Covid-19 en France métropolitaine. Ça fait donc une hausse des décès de 1,3% pour la Covid par rapport à la grippe. Là, quand on fait de la statistique, on se dit bon, 1,3%, c'est pas énorme, mais ça peut être considéré comme significatif. Donc à ce stade-là, on s'affole pas. J'ai donc décidé d'aller un peu plus loin et de regarder en détail ce qu'était le visage de la France en 2017 et ce qu'était le visage de la France début 2020. Et là, j'ai un peu halluciné. Pour savoir si on a vraiment eu plus de morts en 2020 qu'en 2017, déjà, il faut regarder si on n'est pas juste plus nombreux, et auquel cas ce serait normal.
Et ensuite, si on est plus nombreux, il faut regarder aussi si ce sont plus de jeunes ou plus de vieux. Dans un cas, c'est plus normal que dans l'autre d'avoir plus de morts. Sur le site de l'INSEE, on peut assez facilement aller chercher les pyramides des âges 2017 et 2020, donc on pourra pouvoir facilement vérifier tout ça. Voici la pyramide des âges de France métropolitaine des années 2017 et 2020 avec les données de l'INSEE. En bleu, le nombre d'hommes pour chaque âge en 2017 et 2020, et en rouge, la même chose pour les femmes. Par exemple, au 1er janvier 2017, il y avait en France 332 847 hommes de 70 ans. En 2020, 3 ans plus tard, ces hommes ont vieilli, certains sont décédés, d'autres sont partis à l'étranger, d'autres sont arrivés en France, et l'INSEE compte 312 823 hommes de 73 ans en 2020. Pour les femmes, même exercice. Nous avions 377 526 femmes de 70 ans au 1er janvier 2017 et 366 483 femmes de 73 ans en 2020. Au total, en 2017, d'après l'INSEE, il y avait 64 639 133 personnes au 1er janvier 2017 en France métropolitaine. 3 ans plus tard, au 1er janvier 2020, nous en étions à 64 897 954. Donc une augmentation de population de 258 821 personnes, soit de 0,4%. C'est moins que l'augmentation de 1,3% des décès liés à la Covid. À ce stade, on se dit qu'on a quand même 0,9% des décès qu'on n'explique pas et qui sont peut-être dus à une plus grande mortalité de la Covid-19 par rapport à la grippe. Donc on va aller plus loin et on va regarder qui sont ces Français en plus. La France a-t-elle plus de vieux, plus de jeunes ou les deux ? Et quand on regarde ça, tout ce que vous avez pu lire de catastrophistes sur la pandémie s'effondre. Regardez ce petit bourrelet qu'on retrouve sur nos 4 courbes. Ils correspondent à des générations qu'on a appelées les baby boomers. Ce sont les personnes nées entre 1946 et 1975 et qui ont donc entre 45 et 74 ans en 2020 et elles avaient entre 43 et 71 ans en 2017. Ces générations sont beaucoup plus nombreuses que celles nées avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles vieillissent et les plus âgés rentrent dans les âges où la mortalité augmente. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré qu'avant 65 ans, il ne se passe pas grand-chose en France en termes de mortalité, et en revanche, à partir de 65 ans, la mortalité augmente au fur et à mesure qu'on vieillit et devient plus forte pendant les épidémies, tous les ans, aussi bien de grippe que de coronavirus. En France, au 1er janvier 2017, nous avions 11 853 674 personnes de plus de 65 ans. Au 1er janvier 2020, 3 ans plus tard, nous avions 12 680 187 personnes de plus de 65 ans. Donc en 3 ans, la France a gagné 826 513 personnes de plus de 65 ans. C'est énorme. Ça fait plus 7% en 3 ans. Ça, c'est juste dû au vieillissement des baby boomers. Donc quand on dit que la France a gagné 250 000 personnes en 3 ans, en fait, elle a gagné plus de 800 000 personnes de plus de 65 ans et perdu plus de 550 000 jeunes. Tout ça parce que les baby boomers vieillissent et que les Français font de moins en moins d'enfants, et les enfants qui naissent ne sont pas assez nombreux pour remplacer les anciens. Donc si on veut comparer les décès de la grippe 2017 et de la Covid-19, il faut vraiment regarder âge par âge, puisque la population française par âge ne ressemble pas du tout en 2017 à ce qu'elle est en 2020. Et c'est là que j'ai trouvé un résultat auquel je m'attendais pas du tout. Pour comparer la grippe 2017 et l'épidémie de Covid-19, j'ai pris le nombre de décès en France métropolitaine, âge par âge, pendant les 65 jours de chaque épidémie. J'ai ensuite divisé ce nombre, âge par âge, par le nombre de personnes de cet âge en France métropolitaine. J'en déduis donc le taux de mortalité de chaque période épidémique pour chaque âge. Et là, grosse surprise, je vous jure que je pensais voir la courbe de l'épidémie de Covid-19 légèrement au-dessus de celle de la grippe de 2017. Sur ce graphique, on voit pour chaque âge le taux de mortalité. Pas de surprise au début pour les jeunes, le taux de mortalité reste proche de 0 dans les deux cas. En revanche, regardez ce qui se passe au-dessus de 80 ans. La grippe 2017 a en fait été beaucoup plus mortelle que l'épidémie de Covid-19. La grippe, c'est donc bien plus dangereux pour les anciens que l'épidémie de Covid-19. Il y a juste pas photo. Et donc la seule raison pour laquelle nous avons plus de décès pendant l'épidémie de Covid-19 que pendant la grippe 2017, c'est parce qu'en 2020, nous avons beaucoup plus de personnes de 65 ans et plus qu'en 2017. Pour être vraiment sûr, on va même regarder plus finement. Je remarque que même si les courbes sont très proches, il y a quelques âges où le taux de mortalité de la Covid-19 dépasse de manière infinitésimale celle de la grippe 2017. Le pire cas, c'est à 78 ans, où l'on est passé de 0,51% de mortalité pendant la grippe 2017 à 0,58% de mortalité pendant la Covid-19. Pour vérifier qui est vraiment le plus mortel, je prends les taux de mortalité que j'ai pendant la grippe 2017 et je les applique à la population 2020.
Ça me donne un résultat théorique, comme si la grippe de 2017 était finalement arrivée 3 ans plus tard, en 2020. On continue de découvrir avec stupeur qu'à presque n'importe quel âge, la grippe 2017 aurait fait plus de morts que la Covid-19 si elle avait eu lieu sur la population française de 2020. Finalement, la grippe version 2017 aurait fait 8500 décès de plus que la Covid-19 si elle était survenue l'hiver dernier au lieu d'il y a 3 ans. Donc l'épidémie de Covid-19 qui a généré la plus grande panique depuis 50 ans nous révèle juste que les Français vieillissent et que donc quand il y a une nouvelle épidémie, ils décèdent plus qu'avant, même si cette épidémie n'est pas si mortelle que ça. La psychose générale est installée juste parce qu'on a plus de vieux et que quand on vieillit, on finit par décéder. Et en période épidémique, plus on est vieux, plus on a de chances de décéder, et c'est tout. Il ne s'est absolument rien passé d'exceptionnel en termes de mortalité en 2020. Évidemment, malgré tous ces résultats, je m'attends à avoir des arguments massus pour dire que je nie l'hécatombe qui s'est passée en 2020. J'en réponds à quelques-uns, ça m'évitera de le faire en commentaire. Certaines personnes m'ont dit qu'on ne pouvait pas comparer l'épidémie de grippe à ce qui s'est passé en mars-avril, puisqu'en mars-avril on a eu un confinement et que ça a sûrement sauvé plein de vies. Alors déjà, on va rappeler ce qui s'est passé en mars-avril parce qu'il me semble que ces personnes ont un peu la mémoire courte. En mars-avril, il y a eu confinement, oui, admettons que ça a sauvé des vies, même si on ne peut pas le prouver. Mais il y avait encore une bonne partie de la population qui travaillait pour que tout le monde ait à manger, reçoive des colis, etc. Pour tous ceux qui travaillaient, il n'y avait pas de gel, ni masque. Notamment parce que le gouvernement avait brûlé les réserves de masques. Je rappelle qu'il n'y avait pas de test non plus pour dépister les gens et que les hôpitaux disaient manquer aussi de respirateurs. Je rappelle aussi que le parcours de soins était rompu. Les gens auraient été consultés pour les urgences cardiaques, notamment parce qu'ils avaient trop peur d'aller à l'hôpital. Toutes ces informations sont dans les bulletins de Santé publique France de mois de mai. Les médecins avaient pour consigne de dire à leurs patients de rester chez eux et de prendre du Doliprane. Autrement dit, on n'a pas du tout soigné les gens précocement. Les vrais premiers soins étaient administrés par l'hôpital quand le patient était déjà dans une merde noire. Donc dire que le confinement a sauvé des vies quand on met en face toutes les décisions néfastes qui ont été prises, il faut vraiment avoir la foi. J'ai comme l'impression que le bilan des décisions prises est loin d'être positif. Donc si ce n'a pas été l'hécatombe, c'est que globalement ce virus, c'est pas Ebola. Le seul argument qui pourrait permettre de défendre un peu le confinement, ce serait de prouver que ça a empêché la diffusion du virus. Et donc le confinement serait néfaste pour ceux qui ont le coronavirus, mais permettrait d'empêcher les autres de l'attraper. La preuve que les défenseurs de cette thèse avancent, c'est qu'il n'y a pas eu de surmortalité partout en France. C'est vrai, mais je vais vous montrer les arguments qui mettent quand même un peu à plat cette hypothèse. Pour faire ça, j'ai calculé la surmortalité pour chaque département en comparant la moyenne qu'on a eue pendant les épidémies de Covid-19 et de grippe 2017 à des moments où il y avait moins de mortalité. Et pour ça, j'ai pris les mois de juin, juillet et août pour les années 2017 et 2020. J'ai ensuite chargé ces données sur le site de l'INSEE appelé statistiques locales. Dans le cas de la Covid-19, on voit bien en effet que la surmortalité, qui correspond au département en rouge, s'est limitée aux départements du nord et de l'est. Dans le sud et l'ouest, il ne s'est pas passé grand-chose. On peut voir que la carte est assez jolie. Toutes les couleurs sont bien rangées ensemble pour faire des belles zones. En effet, comme il y a maintenant plein de vieux partout en France, les statistiques sont stables. Le décès d'une personne âgée quelque part ne va pas entraîner d'un coup une couleur rouge au milieu du jaune pâle. On peut noter que toute la façade ouest, et en particulier les Bretons, sont bien tranquilles. Comparons maintenant avec la grippe 2017. On voit assez nettement aussi l'est se détacher. La zone paraît juste un peu plus grande. Mais le principe d'une zone de prédilection de virus n'a finalement pas l'air choquant. On voit des départements rouges au milieu des autres, mais je vous rappelle que nous sommes en 2017. Les baby-boomers n'ont pas encore franchi les âges où la mortalité augmente. Et donc dans les petits départements comme l'Orne, la Mayenne, la Corrèze, le Tarn-et-Garonne ou le Gers, quelques décès de plus ou de moins, ça se voit très vite. Dans le Gers par exemple, on est juste passé d'une moyenne de 5 décès par jour l'été à une moyenne de 8 par jour pendant la grippe. En gros, il suffit qu'une personne leur file dans un EHPAD du Gers pour avoir cette surmortalité. Pour la grippe aussi, les Bretons ont l'air bien tranquilles. Finalement, une épidémie, ça ne s'étend jamais partout de manière uniforme. C'est complètement faux. Là encore, il ne s'est pas passé quelque chose d'exceptionnel pour la Covid-19. À la Toussaint, il y a eu une autre épidémie. Ceux qui défendent la thèse du gouvernement appellent ça une seconde vague. Je peux pas encore l'analyser finement car j'ai pas les décès sur toute la période. Mais l'INSEE propose une carte de surmortalité par département. Cette fois-ci, c'est plus le nord-est, mais le sud-est qui est touché. C'est intéressant à noter car les instituts qui ont étudié le génome des différents coronavirus qui circulent nous disent qu'il ne s'agit pas du même variant. Donc c'est une autre épidémie et elle touche des territoires un peu différents. Finalement, les virus sont aussi sensibles à l'environnement et se développent plus ou moins facilement selon les moments de l'année et les endroits.
Grosse découverte scientifique. Bon bah les Bretons sont encore passés au travers. J'attends avec impatience les gestes barrières à la mode de Bretagne. On met le masque au-dessus de la tête, au moins comme ça on est protégé de la pluie, on se tient tous par les petits doigts en sautant un cloche-pied et on remplace le gel hydroalcoolique sur les mains par du cidre directement dans la bouche. Par ailleurs, c'est intéressant de noter qu'une vague épidémique n'a aucun problème à survenir même si tout le monde met du gel, porte un masque, a un couvre-feu et respecte la distanciation sociale. Alors là, bravo pour l'efficacité de la protection. Il semblerait d'ailleurs que des personnes infectées une première fois en mars ont pu être réinfectées en octobre. Ainsi, l'immunité ne fonctionne pas totalement. Ça semble donner un indice supplémentaire sur le fait qu'il s'agit d'un variant différent. D'ailleurs, les Anglais annoncent en ce moment avoir aussi un autre variant. D'ailleurs, théorie toute simple pour cette nouvelle épidémie, on a toujours de plus en plus de vieux, et ça va pas s'arrêter, et donc à chaque nouvelle épidémie, on aura toujours plus de décès qu'avant. Un argument porté par une partie de la gauche, c'est que ce sont les pauvres qui décèdent de la Covid-19 et donc il faut confiner pour les sauver. Regardons donc une carte de pauvreté en France sur le site de l'INSEE. On retrouve bien notre différence Est-Ouest pour la pauvreté des 60-74 ans en 2017. Je prends cette tranche d'âge car je rappelle que ce sont les baby-boomers qui sont responsables de la surmortalité liée au Covid. Donc l'argument semble fonctionner. On a plus de surmortalité là où les baby-boomers sont plus pauvres. D'ailleurs, n'aurait-on pas percé à jour le secret des Bretons? N'ont-ils pas juste presque pas de pauvres? Pour la grippe, on avait aussi constaté une différence Est-Ouest. Cette carte semble confirmer ça aussi. Donc ce que montrerait cette comparaison, c'est que l'épidémie de Covid-19 a engendré une surmortalité pour les personnes âgées et plus particulièrement pour les personnes pauvres. Comme d'habitude finalement. Encore une fois, on a plus de décès juste parce qu'ils sont plus nombreux. Les épidémies entraînent une surmortalité chaque année pour les plus âgés et en particulier les plus pauvres. Ça n'est pas du tout une preuve qu'il faut confiner, c'est une preuve qu'il faut éradiquer la pauvreté parce que c'est une question de santé publique. Juste quand on réfléchit 2 secondes. Un vieux pauvre, ça vit dans un grand loft avec un grand jardin au bord de la mer ou ça vit plutôt dans un petit appartement dans un immeuble insalubre? Et est-ce qu'un vieux pauvre, ça peut faire son footing tous les jours ou est-ce que c'est plutôt condamné à regarder la télé dans son canapé? Alors, je pèse mes mots pour ne choquer personne, mais dire qu'on va confiner les pauvres pour les sauver, c'est juste complètement con. On m'a dit aussi qu'il fallait confiner parce que sinon on allait saturer l'hôpital et qu'on n'a pas assez de place en réanimation pour tout le monde. Et là, c'est assez facile à vérifier. Sur le site Géode, vous pouvez aller consulter le nombre de personnes en réanimation en France depuis le 18 mars jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir que le maximum de places prises en réanimation en France pendant l'épidémie de mars a été de 7019 le 8 avril. En France, la capacité en réanimation courante est de 4000 places, ce qui suffit pour le quotidien, et l'hôpital a montré en période de crise qu'il est capable de passer à 10 000 places en se réorganisant. On est donc très loin d'avoir une situation de trop-plein pour la réanimation sur le plan national. Il y a eu des endroits tendus et beaucoup d'endroits où de nombreux services sont restés quasiment vides. Et donc les différents dépistages de cancers et autres et les suivis n'auraient pas dû être stoppés dans ces endroits. La décision prise a entraîné une extrêmement mauvaise gestion des moyens. Et nous allons avoir dans les années à venir de nombreux décès de personnes qui n'ont pas été suivies, dépistées, soignées correctement en 2020, alors qu'il y avait beaucoup d'endroits où il y avait largement la place. On a tout à fait le droit de dire qu'il n'est pas normal que l'hôpital n'ait pas de place de secours par exemple, et qu'il n'est pas normal de devoir en cas d'épidémie envoyer des personnes d'un hôpital à l'autre. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais l'épidémie de coronavirus n'a absolument rien changé à ça. Être sous tension tout le temps, c'est comme ça que l'hôpital est géré depuis 30 ans. Toutes les réformes hospitalières ont eu pour but de rogner tous les services et tous les lits qui n'étaient pas utilisés à 100%. En 2017, les Français ont élu Emmanuel Macron, qui est le champion de cette façon de voir les choses, je vous le rappelle. Il a nommé Jean Castex Premier ministre, qui est celui qui a mis en place la tarification à l'acte. Ils ont continué à supprimer des lits d'hôpitaux sans vergogne depuis mars, et tout le monde s'en fout. Alors oui, il n'y a pas assez de place à l'hôpital en France, et ça ne va faire qu'empirer parce que la population vieillit. Je comprends parfaitement qu'une partie des médecins ait cru que cette épidémie allait pouvoir être le déclencheur qui allait faire prendre conscience qu'il fallait donner des moyens supplémentaires à l'hôpital. Je comprends donc qu'il soit rentré dans les discours les plus alarmistes possibles. Mais il faut bien comprendre qu'avec les personnes que nous avons actuellement au gouvernement, ça ne marche pas. Ils ont une ligne directrice de casse du service public parce que c'est leur idéologie. Et plus vous criez au loup, plus ils mettent en place des règles qui suppriment les libertés individuelles, même si à aucun moment ça prouve que ça sert à quelque chose, mais juste parce qu'ils ne changeront pas de cette ligne. Jamais ils ne bougeront leur stratégie. Donc arrêtez de crier au loup, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'empirer des choses. Oui, nous manquons de place, mais uniquement parce que la population vieillit, et eux, ils ne changeront pas. Ça ne changera que le jour où on sera débarrassé
débarrasser de cette idéologie. Surtout les médecins, c'est à vous de prendre la hauteur. J'aimerais que vous compreniez qu'il vous arrive exactement la même chose que ce qu'il est arrivé aux profs depuis 30 ans. Et ça, je l'explique dans cette vidéo. Le gouvernement vous a privé de votre rôle de soigner les gens pendant l'épidémie de Covid-19 en remplaçant votre diagnostic individualisé par patient par des résultats fondés sur des modèles statistiques et des décisions prises par ce qu'on a appelé le conseil scientifique. Au passage, ces personnes ont des intérêts financiers directs avec de grands groupes pharmaceutiques, ce qui devrait au moins vous rendre méfiant sur la neutralité des décisions qui sont prises. Ce qui est sûr, c'est que les décideurs français pensent que vous ne servez à rien et qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que vous voyiez les patients en consultation et que finalement un modèle mathématique basé sur les statistiques ferait bien mieux que vous. C'est exactement pareil pour les profs. La banque, la tête de l'éducation nationale, qui s'appelle entre eux les cognitivistes, pense qu'en étudiant le cerveau des gamins, on trouvera le cours idéal pour tout le monde et on pourra remplacer l'enseignant par un cours virtuel. Tous ces gens au gouvernement pensent qu'il n'y a aucun intérêt à avoir des interactions entre les humains. Ils nient le fait qu'entre un patient et un médecin, la rencontre permet que de nombreuses informations passent d'une personne à l'autre. Par la posture, le regard, le fait de connaître la personne et de savoir si elle est dure au mal, plus douillette, etc., etc. Les interactions entre humains sont bien plus complexes que juste des mots dans des cases. Et entre un professeur et un élève, c'est pareil, il s'agit d'un dialogue. Le professeur doit comprendre l'élève pour réussir à lui transmettre l'information. Les autistes qui nous dirigent nient complètement ces interactions humaines. Chers médecins, je vous signale que comme les profs, vous expérimentez vous-même votre propre fin avec les consultations à distance, qui sont la même chose que les cours à distance. L'étape suivante pour les profs, c'est de se faire remplacer par des personnes qui seront là juste pour vérifier que le cours envoyé directement par le ministère se déroule correctement, soit dans des classes bondées, soit en visioconférence. Ça coûtera beaucoup moins cher et on pourra même remplacer les profs par des personnes qui ont beaucoup moins de bagages scolaires et on pourra les embaucher n'importe comment. Et en fait, ça a déjà commencé, c'était l'objet de la dernière réforme de l'éducation nationale. Pour les médecins, c'est pareil, ça n'est pas difficile de mettre en place des pré-diagnostics avec les informations directement données par le patient. Ça coûtera moins cher, on n'aura plus besoin tant que ça de salles de consultation, et d'ailleurs, on a déjà commencé à habituer les gens avec la téléconsultation. D'ailleurs, la carte vitale permet d'accéder à toutes les informations médicales de tous les patients tout le temps. Donc le fait de remplacer un diagnostic par un modèle mathématique, ça n'est pas du tout un problème technique, il reste juste une petite barrière politique. Sur le vaccin, juste pour mémoire, je viens de vous faire la comparaison entre la Covid-19 et la grippe 2017. Et je vous ai montré que, en proportion, la grippe faisait plus de morts, alors qu'en fait, on vaccine une énorme partie de tous nos anciens tous les hivers. Je précise tout de suite que je ne suis pas l'anti-vaccin, mes enfants en ont eu, je crois, 14 chacun. Je constate juste qu'il y a deux types de maladies qui réagissent différemment avec les vaccins. Vous avez des maladies qui ont disparu, ont été bien maîtrisées à la suite de vaccinations de masse. C'est le cas notamment de 7 graves maladies humaines, la variole, la diphtérie, le tétanos, la fièvre jaune, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole. Ces maladies varient très peu et le vaccin qui vous protège contre une signature fonctionne bien. D'un autre côté, vous avez des maladies qui mutent tout le temps, comme la grippe, et dont le vaccin proposé n'empêche pas du tout de l'attraper. Si on vaccine quasiment tous nos vieux, c'est uniquement parce qu'on pense que ça améliore un peu leur défense immunitaire. On ne peut absolument pas le prouver, mais comme on pense que globalement ça ne risque rien et que peut-être c'est un petit bénéfice, le ratio bénéfice-risque est positif et donc on vaccine quasiment tout le monde. Vous avez pu voir qu'on a de vrais épisodes de surmortalité pendant des épidémies de grippe, ça a été le cas de la grippe 2017, mais on a aussi eu des épisodes de grippe beaucoup plus célèbres comme la grippe espagnole ou la grippe de Hong Kong qui ont créé pour le coup des vraies surmortalités dans la population. Si elles avaient eu lieu en 2020, elles auraient peut-être fait beaucoup plus de morts que le coronavirus et on saura jamais. Pour les coronavirus, c'est plutôt bien parti que ça se passe comme pour la grippe. Le vaccin améliorera peut-être les défenses immunitaires de ceux qui le prennent, mais il y a très peu de chances que ça ait le moindre impact sur la surmortalité en cours. Si c'est comme la grippe, ça dépendra uniquement du variant qui circule. Bref, finalement, j'ai découvert par hasard, grâce aux personnes qui écrivent des insultes bien cachées derrière leur écran, que cette épidémie de Covid-19 n'est pas un peu plus mortelle qu'une épidémie de grippe, mais franchement moins. Sans eux, je pense que j'aurais jamais eu le courage de regarder. J'espère que cette vidéo vous permettra de sortir de la psychose ambiante et vous permettra de mieux argumenter sur le sujet. Toute cette surmortalité montrée par les médias vient du fait du vieillissement de la population mixé à une épidémie comme il en arrive chaque année. On découvre juste avec stupeur que les vieux meurent plus souvent quand il y a des épidémies et qu'en fait, ils sont de plus en plus nombreux. La bonne nouvelle, c'est que toute cette psychose s'arrêtera mécaniquement quand on arrêtera d'avoir de plus en plus de vieux chaque année.
donc dès que les baby boomers seront tous passés. La mortalité baissera mécaniquement à ce moment-là et la vie pourra reprendre son cours normal. La mauvaise nouvelle, c'est que ça arrivera dans 25 ans. Je vous donne donc rendez-vous en 2046 pour la méga déconfinement partie.